Je pense que c'est là où l'action est importante. Je pense qu'il faut privilégier l'action à la parole. La parole vient après. Et au gré des actions, il va y avoir des échanges qui vont se faire, des discussions qui vont pouvoir s'opérer et qui vont amener vers de nouvelles relations avec d'autres acteurs, etc. Et je pense que c'est l'action au départ, la dynamique de départ qui va, de toute façon, qui va tracer la voie et conduire à des rencontres et à des synergies. Jérôme Boukelkaïm, je suis avocat au barreau de Rennes, spécialiste en droit de l'environnement. Et j'interviens depuis un certain nombre d'années sur des questions liées à la protection des droits des peuples autochtones dans différentes régions du monde, en Nouvelle-Calédonie en particulier. Mais j'ai également travaillé avec des Indiens d'Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Et je fais différents déplacements pour des missions ponctuelles en Afrique, notamment en Namibie et en Amérique latine. Je travaille également sur des questions liées à la protection de l'environnement, du fait de ma spécialisation, et notamment sur des thématiques et des problématiques liées à des grands projets de développement ou à des pratiques comme celle par exemple du développement des OGM, des choses de ce type-là. Donc là vous intervenez sur le droit des peuples autochtones. Ce droit est récent en fait. Alors le droit des peuples autochtones, bon, les problématiques liées à la reconnaissance des droits des peuples autochtones, elles sont anciennes, hein, puisque au départ on a des populations qui sont confrontées à un processus colonial. Au fil des années, leur situation n'a pas véritablement évolué. Donc dans les grands empires coloniaux, puis dans les États décolonisés, il y a un processus de marginalisation qui s'est continué. Outre le fait que ce soit au moment de la décolonisation, mais jusqu'à aujourd'hui, ces populations se sont vues privées, en fait, dans beaucoup de cas, de leur territoire et de leurs ressources naturelles. Leurs droits fonciers étant tantôt purement et simplement niés, tantôt non reconnus en pratique. Et donc c'est vrai que face à ces problématiques, notamment des problématiques de marginalisation sociale, de non-reconnaissance des droits fonciers, de discrimination aussi de manière générale, il a été nécessaire de renforcer les droits de ces populations autochtones, de créer des nouvelles normes. Et donc il y a eu un processus en droit international qui a été mené sous l'influence des communautés autochtones, qui a conduit à l'adoption de différents textes. Donc notamment la Convention 169 de l'OIT, qui ne date que de 89, effectivement. Puis plus récemment, en 2007, septembre 2007, l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc ça y est, les autochtones sont reconnus, ils peuvent utiliser leurs droits. Alors non, ça c'est une étape qui relève d'un processus international, qui a conduit à l'adoption de conventions internationales ou de déclarations, mais qui pour l'instant ont une portée qui reste symbolique. Si on prend la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, elle n'a pas de force contraignante. Alors elle constitue une étape majeure dans la mesure où pour la première fois on reconnaît de manière pleine et entière le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, le droit d'avoir leur propre modèle de développement, leur économie de subsistance, le droit d'être protégés sur leur territoire, le droit pour eux d'avoir aussi leur environnement préservé. Donc une étape importante. Maintenant, après ces textes-là, l'autre difficulté, c'est de les ramener sur le terrain et d'aboutir à une mise en œuvre effective. Et là, je dirais que le plus gros morceau reste à faire. Vous avez évoqué Notre-Dame-des-Landes. En quoi Notre-Dame-des-Landes peut... Alors, bon, c'est vrai que quand on parle des problématiques autochtones, bien souvent, on bute sur des questions qui sont liées à la maîtrise du foncier et à l'accès aux ressources naturelles. Dans la plupart des régions du monde, les principaux conflits auxquels sont conduits les populations autochtones sont des conflits qui les mettent en prise avec des sociétés multinationales ou avec des porteurs de grands projets de développement, entre guillemets, que ce soit des infrastructures de type barrage ou des projets d'exploitation minière, des projets d'exploitation forestière. Et généralement, dans ces cas-là, le premier problème, c'est que les droits des communautés autochtones ou des populations locales, notamment leurs droits fonciers, ne sont pas reconnus. Donc on va avoir des projets qui vont être autorisés dans le cadre d'autorisations administratives délivrées par les autorités de l'État. Et à partir de là, on va avoir des projets qui vont être conduits par des entreprises ou des opérateurs
sans considération pour les populations locales, alors qui, dans certains cas, vont être purement et simplement déplacées dans des pays où il y a le plus de problèmes, ou dans d'autres cas, expropriées. C'est le cas de Notre-Dame-des-Landes. Donc pratiquement, là, par exemple, les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, quels moyens ils peuvent utiliser pour se défendre en tant que peuple autochtone? Alors, on est sur une problématique qui est différente. On n'est pas sur une problématique touchant directement un peuple autochtone, comme ça peut être le cas, par exemple, dans le cadre d'un projet d'exploitation de l'uranium sur le territoire Sioux, Lakota, où on a un contexte qui est différent. Pourquoi c'est différent? Alors, je rentrerai dans le détail tout à l'heure. De prime abord, en apparence, on est sur un problème qui va opposer la société civile d'un État à des autorités administratives, à un porteur de projet, à des entreprises, parce que bien sûr il s'agit d'un projet public, considéré comme tel, qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, mais derrière on a un groupe comme Vinci, qui est une entreprise privée. Et ça pose une série de problèmes. Comment est-ce qu'on peut, sur la base de quels critères, est-ce qu'on détermine l'intérêt public d'un projet? La question est ouverte. Est-ce que l'approche de l'intérêt public, de l'intérêt général, qui est portée par nos élus, par nos gouvernants, voire qui parfois va être protégée et garantie par des tribunaux, est-ce que cette approche-là est légitime? Est-ce qu'elle est motivée? Est-ce qu'elle est fondée? Notamment si on la met en perspective avec des problèmes de gestion des finances publiques dans le contexte actuel, qui est un contexte quand même de crise économique, où on demande de plus en plus aux citoyens de faire des efforts en termes de contribution à l'impôt, et où par ailleurs on continue à avoir des projets qui coûtent des dizaines de millions, voire le jour. Projets qui en plus doivent être mis en perspective avec normalement des objectifs de développement durable. Donc on nous dit aussi, ça ce sont les grandes normes de droit de l'environnement, que ce soit la charte constitutionnelle ou les normes internationales, il faut s'orienter vers des modèles de développement durable. Il faut préserver les ressources naturelles. Et donc là, on a des projets qui sont qui vont dévorer des espaces naturels, qui sont appelés à induire une augmentation du trafic aérien, etc. Donc, quelle est la légitimité de ces projets au regard du développement durable et des objectifs de développement durable? Et puis après, on arrive à un autre degré, la participation. Est-ce que le droit français, par exemple, sur un projet comme Notre-Dame-des-Landes ou sur un projet comme la ligne THT Cotentin-Maine, est-ce que le droit français garantit un véritable processus participatif? Est-ce que les acteurs d'un territoire, les personnes qui habitent sur un territoire, maîtrisent ce qui se passe finalement sur leur territoire, ont leur mot à dire sur un projet qui va les impacter directement? La réponse, moi, je serais clair et net, non. On n'a pas en droit français de processus participatif, et j'entends par là un processus qui permet d'influencer réellement, de manière effective, sur une décision. Alors pour différentes raisons. Les mécanismes qui existent dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique ou d'autorisation environnementale, je pense à l'enquête publique, ce sont des processus qui sont purement consultatifs. On vient tâter le pouls, quelle est votre opinion sur le projet, vous êtes contre, vous êtes tous contre, bah tant pis. On considère que le projet est d'intérêt public, et d'ailleurs derrière il y a des intérêts économiques, parce qu'il y a des sociétés qui se sont positionnées, donc à partir de là on considère que le projet est d'intérêt général. Ça repose à nouveau la question de la légitimité. Donc pas de possibilité pour le public d'avoir une prise sur ces décisions. Là, ce sont des dysfonctionnements démocratiques. Je ne parlerai même pas de dysfonctionnement, je parle d'absence de garantie démocratique. Nous n'avons pas de prise sur les décisions, et au final, si on réfléchit bien, tout passe par le mandat représentatif de nos élus, parce que bon, finalement, les décisions sont prises par des administrations, par des collectivités territoriales ou par des instances préfectorales, mais qui dépendent directement d'un gouvernement qu'on a élu. Donc, est-ce que quand on vote sur un territoire donné, au niveau local, on est représenté de manière effective sur ce territoire qu'on peut appréhender au niveau local? Le territoire national, c'est une chose. Mais l'intérêt général appréhendé au niveau national, il est très abstrait, il peut être très éloigné de la réalité locale et des attentes d'une population sur un territoire donné. C'est une tendance qu'on voit en France. On essaie d'éloigner de plus en plus les sphères de décision des êtres humains.
La mairie, on prend l'échelle de la commune, c'était peut-être le dernier niveau où on avait un semblant de démocratie, avec d'ailleurs des taux de participation aux élections qui étaient importants, parce que les gens se sentent représentés, on a des élus qui sont en face de nous, à qui on peut demander des comptes, et sur certaines questions, on a une gestion qui peut s'opérer à une échelle humaine, au niveau local. Bon, avec les réformes des collectivités territoriales, on voit que les communes sont dépouillées de leurs attributs, au profit, au jour d'aujourd'hui, de communautés de communes, dont les représentants ne sont pas élus au suffrage universel direct. Quelle est la représentation? Or, c'est dans ces instances-là que tous les grands projets d'infrastructure, que tous les choix en matière de développement vont se faire. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de prise pour le citoyen et pour les personnes qui vivent sur un territoire donné. L'émergence, en fait, des grandes problématiques environnementales, changement environnemental global, problème des gaz à effet de serre, du changement climatique, des gros cas de pollution industrielle, etc. Le problème de l'épuisement des ressources naturelles renouvelables, par exemple, ressources halieutiques, biodiversité, etc. Ça aboutit à une prise de conscience de la communauté internationale et d'un certain nombre d'États qui ont mis sur le papier un certain nombre de principes, dont la notion de développement durable. Au départ, c'est quoi? C'est un développement qui doit permettre, tout en répondant à nos besoins, de garantir les besoins des générations futures. Grosso modo, on essaie d'arriver à un stade d'évolution qui va être équilibré. On n'est plus sur des modèles de croissance. C'est pour ça que moi, ça me fait assez souvent rire quand j'entends d'ailleurs les gouvernements qui se succèdent, toutes couleurs confondues, et les journalistes de manière récurrente qui n'arrêtent pas de nous parler de croissance, croissance, croissance. On est en face de personnes qui sont imprégnées par des concepts et qui n'arrivent pas à s'en détacher, alors que dès l'instant où on parle de développement durable, déjà, on devrait mettre ça en confrontation avec cette notion de croissance. On est sur des modèles de développement qui normalement sont différents. On ne peut pas faire de la croissance et du développement durable en même temps. Développement durable, c'est arriver à un niveau équilibré. Et c'est vrai que c'est logique, on est sur une planète. La biosphère a ses données qui sont des données limitées. Bon, c'est vrai qu'on a longtemps cru que les océans étaient sans fin, que les ressources étaient illimitées, mais non, aujourd'hui, la Terre, on en a fait le tour. On sait qu'on est sur des ressources qui sont limitées, comme quand on est dans son jardin. On a un jardin, on vit avec une famille, on a quelques arbres fruitiers. On sait que si on coupe tous les arbres, il n'y en aura plus, et il n'y aura plus de fruits, etc. Donc à l'échelle de la biosphère, c'est la même chose. On a des données limitées, et le développement durable, il doit permettre de prélever ce qu'il nous faut sans altérer en fait les capacités de la biosphère. Bon, ça c'est un premier élément. D'autres principes comme le droit des générations futures. Donc là, depuis les années 50, dans les pays industrialisés, on est sur des logiques je ne parlerai même pas de court terme, on est dans des logiques d'instantanéité, on produit, on consomme, et justement dans le cadre de schémas de croissance, les générations qui arrivent après, il s'agit même des enfants, des parents vis-à-vis de leurs enfants, il n'y a pas de prise en compte des droits des générations futures, notamment, alors que ce soit des modèles de développement qui sont menés en termes d'aménagement du territoire, d'industrialisation, mais aussi en termes d'exploitation des ressources. Donc on a vu en droit international des nouveaux concepts, le droit des générations futures, la notion de patrimoine commun de l'humanité, donc des espaces comme l'Antarctique, comme la haute mer, qui doivent être préservés et gérés dans l'intérêt de l'humanité. Des concepts qui finalement ont été reconnus par des pays qui étaient en train de commencer à se remettre en cause timidement, mais des concepts qui renvoyaient finalement aux valeurs et aux cosmovisions des communautés autochtones. Je parlais tout à l'heure de l'anthropologie du 19e, donc on a longtemps regardé ou voulu nous faire regarder les communautés autochtones et les populations locales comme souvent archaïques, réfractaires au progrès. C'est pas ça, voire inférieurs sur le plan intellectuel. Non, on a des êtres humains qui ont les mêmes capacités que les autres et qui ont fait des choix qui étaient des choix responsables et rationnels, qui avaient justement une conscience qu'on avait perdue des données limitées de la biosphère et du point d'équilibre que l'homme pouvait et devait atteindre pour vivre en bonne harmonie et préserver justement les droits et les intérêts de ses enfants, mais pas que de ses enfants. Vous avez des communautés autochtones dans lesquelles, sur certaines décisions, on va prendre en compte les droits de la 7e génération à venir. On était dans ce schéma-là. Et donc des choix délibérés, des modèles de développement qui étaient pensés et qui étaient voulus. Avec, à côté de ça, une organisation de la société, une structuration juridique également de la société qui permettait d'éviter les dérives.
pour justement garantir cet équilibre fragile auquel on était parvenu entre l'homme et la biosphère, entre l'homme et une niche écologique donnée. Et donc c'est vrai que l'évolution du droit international de l'environnement, ça a été l'occasion de remettre en fait les populations autochtones sur le devant de la scène, parce qu'à l'heure où on se disait, ben voilà, il faudrait repenser tout ça, réorienter nos sociétés vers des modèles plus responsables, on se disait, bah oui, mais en fait, c'est ce que d'autres ont fait, et justement ces autres, comme par hasard, c'est ceux qui depuis des siècles subissaient les violations des droits de l'homme les plus systématiques et les processus de marginalisation les plus violents.
J'ai dit que en fait, l'anthropologie du 19e avait nié la qualité d'être humain à certains hommes. Parce que on est sur les théories darwinistes, on a essayé d'établir une graduation des races avec des races inférieures à qui on dénie toute reconnaissance de la qualité d'être humain, et par suite à qui on dénie la reconnaissance de ses droits fonciers et de ses droits territoriaux, parce qu'il y avait déjà à l'époque des enjeux politiques. L'anthropologie juridique a pris la suite des fondements religieux dans le cadre des processus de conquête. D'abord, on a considéré que les populations d'Amérique du Sud, d'Afrique, étaient des païens, des hérétiques, et donc on pouvait les réduire en esclavage, etc. Après les grandes révolutions des droits de l'homme, 1789, révolution américaine, l'apparition d'États-nations qui avaient un fondement laïque, on ne pouvait plus dire dans le cadre des empires coloniaux on vous réduit en esclavage parce que vous êtes un païen. Ça tenait plus debout. Donc il fallait trouver d'autres choses. La science est venue au renfort. Et donc ça a été les théories évolutionnistes, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a justement défini l'homme d'une certaine manière, et tout ça pour exclure certains hommes de ces schémas qui étaient posés, qui étaient largement utilisés par le pouvoir politique. Il y a eu là-dedans une continuité depuis la période coloniale jusqu'au Troisième Reich d'ailleurs, parce que si on étudie bien le phénomène, on est sur des mécanismes qui sont les mêmes. L'Allemagne a fait dans l'est de l'Europe exactement la même chose que ce que les puissances coloniales avaient fait en Afrique ou en Amérique du Sud, en reprenant des schémas et des modèles qui étaient les mêmes. La Déclaration des droits de l'homme, justement, c'est ce que je disais, a pris le parti de ne pas définir l'homme pour que tous les droits qui étaient reconnus puissent s'appliquer à chacun. Ce qui a posé problème, ça a été par contre l'approche individualiste des droits de l'homme. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez des droits qui sont reconnus aux individus. Le droit à l'éducation, le droit de propriété, enfin des choses comme ça. Et là, en fait, il y a eu une instrumentalisation justement des droits de l'homme par les puissances dominantes qui l'ont interprété à leur manière. Le droit à l'éducation, c'est le droit à l'éducation dans la langue nationale. En France, le français. Alors que si on raisonne de manière logique, d'autant plus que dans ces textes, on a le principe de prohibition des discriminations, le droit à l'éducation, dans une région, on a une langue régionale, avec des référents culturels qui sont propres, ça devrait être le droit à l'éducation dans sa langue maternelle, et sur la base des référents culturels, historiques, qui sont propres à sa culture. Mais voilà, il manquait peut-être quelque chose dans les normes premières des droits de l'homme pour permettre de décliner les droits qui étaient reconnus. Et donc c'est ça qui a rendu nécessaire le développement du droit des peuples autochtones, par exemple, qui est venu décliner en fait tous les droits qui avaient déjà été reconnus universellement pour dire voilà, là il faut corriger le tir. Le droit à l'éducation, c'est le droit à être éduqué dans sa langue maternelle, notamment sur la base de référents qui sont propres. Le droit de participation, il doit pouvoir se faire sur la base du système politique de l'État, mais il doit aussi, dans le cas où il y a eu des processus de conquête, pouvoir se faire à travers les institutions traditionnelles du peuple qui a été colonisé et puis agrégé à un État plus large. Donc on décline. Finalement, on n'ajoute rien au droit qui était déjà là, mais on va corriger certains travers et certaines dérives qui avaient pu avoir lieu du fait d'une interprétation qui était dévoyée.